Ravi de vous retrouver, chers auditeurs et spectateurs. Vous êtes sur la chaîne de Vérité à venir. Dès lors, vous pouvez liker, commenter, partager. Ça ne mange pas de pain, c'est gratuit. En 30 secondes, même pas, t'as la flèche ou l'URL, tu la remets sur TikTok ou encore sur Twitter ou Facebook. Et le pouce, ça te prend 5 secondes. Le commentaire, à toi de voir ce que tu souhaites inscrire. Précédemment, nous avons abordé deux ouvrages dans des émissions différentes. L'antiracisme expliqué à ma sœur Rokhaya Diallo, où on est sur une arnaque, ni plus ni moins, puisque d'un côté, Rokhaya veut dénoncer la discrimination des racisés par un système qui est raciste par essence. Alors, Cyril Benassar va lui poser la question, mais qu'êtes-vous venu faire dans une telle galère si l'esclavage n'est pas fini, que les colonies sont toujours en possession française, pourquoi ne restez-vous pas sur vos territoires d'où vous provenez pour les défendre au mieux? Et surtout, parler de racisme alors que Rokhaya Diallo se permet d'aller sur un plateau télé et de dire je suis quand même ébloui par la nouvelle photo du NFP. Sous-entendu, il y a trop de blancs. Alors, à l'inverse, je ne sais pas comment elle aurait réagi si on avait dit il y a trop de noirs dans l'équipe de France. Ah si, je pense qu'elle a déjà réagi sur ça en disant que c'était des racistes, ce qui peut être entendable. Bah alors pourquoi elle se permet, voyez-vous, de faire la même chose? En parlant de politique, comme elle l'avait également fait son ami, comment elle s'appelle? Daniel Obono, qui disait exprimer son regret qu'un homme blanc soit à nouveau nommé Premier ministre. Et on avait vu bien d'autres choses encore, le privilège blanc. Alors, un privilège, c'est une minorité qui exerce l'accès à des droits, des logements, de l'argent et bien d'autres choses, même des activités, que la masse ne peut obtenir. Donc parler d'un privilège blanc, ça sous-entend que les blancs seraient minoritaires et les racisés constitueraient la majorité de la population. Et qui n'auraient pas accès aux mêmes éducations, aux mêmes biens et à d'autres sorties possibles. Ce qui est un mensonge. À nouveau. Il lui disait également, quelle est votre réaction quand vous avez des vigiles, des videurs et même des policiers entre guillemets racisés qui viennent à surveiller prioritairement ceux qui sont issus de l'immigration et surtout habillés d'une certaine manière. Ou même rien qu'en parlant. Tu reconnais le wesh, etc. Tu t'interroges quand même. On va dire ton attention elle va être focus, elle va être localisée sur la personne parce que tu dis il y a des doutes. On a déjà établi, voyez-vous, des récurrences de profils qui reviennent, qui volent dans le magasin, ou qui foutent le bordel dans des boîtes de nuit ou encore dans des restaurants. Donc on va éviter de créer du désordre pour les autres clients. Alors là, à ce moment-là, c'est quoi? C'est pas du racisme. Elle va aller dire bounty ou je ne sais quoi encore, comme leur communauté ont l'habitude de faire. L'antiracisme empêche de montrer les vrais coupables. On ne peut pas faire de diagnostic. On nous empêche les stats ethniques, par exemple, sur ceux qui profitent le plus d'aide, ceux qui travaillent le moins dans la société, ceux qui font de la criminalité ou de la délinquance. Ça ne veut pas dire que partout on retrouvera des racisés. C'est justement là l'intérêt de voir que on pourrait remettre de l'ordre sur le devant de la scène en disant regardez, dans telle et telle branche d'activité, majoritairement, c'est pas les autochtones. Donc on doit leur reconnaître les compétences envers certaines communautés qui proviennent ou non de pays noirs ou du Maghreb ou encore de l'Europe de l'Est. Ça permettrait de voir qui s'intègre le mieux, qui veut travailler, et au contraire, ceux qui profitent et qui en même temps viennent nous cracher dessus. Dedans, il revenait également sur le fait que il admirait quand même la vaillance de cette Rokhaya Diallo qui y va de façon assez brute pour défendre ses idées. Et il lui disait, moi, je ne vous considérais pas en tant que femme ni en tant que noir, je viendrai à vous combattre sur les idées. Donc en tant qu'humain, je ne vous différencie pas des autres. Contrairement à cette femme qui, au moins de blanc face à elle, viendra, même si elle se fait couper la parole, voyez, elle peut intervenir autant qu'elle veut, il suffit d'un moment où ça coupe la parole, et ça sera soit du côté misogyne, soit du côté raciste. Donc après, ils ne peuvent pas apprécier notre culture, nos coutumes, mais chez eux.
pas chez nous. Si tu n'apprécies pas notre façon de vivre, ne viens pas ici. On se pose la question d'ailleurs de qu'est-ce qu'il aurait été promis après, et on reviendra sur ce livre avant de basculer sur vraiment le sujet du jour. Donc inversion des valeurs, et Cyril Benassar disait en France, en fait, il n'y a pas de racistes. Vous avez déjà vu des ratonnades de quelques groupes un peu idiots qui la plupart du temps en plus sont affiliés à des tatouages, croix nazies ou ce genre de choses, croix gammées. Donc c'est des traîtres au peuple résultat, à la nation. Maintenant, la question qui se pose, c'est que lorsqu'il y a des attentats, quels qu'ils soient, même false flag ou non, ça c'est chacun qui interprète, le nombre de coups et blessures volontaires qui ont eu lieu de la part des étrangers, est-ce que vous voyez des ratonnades, des autochtones qui sont organisés et qui, en dehors d'exprimer leur ras-le-bol par des discours politiques ou encore par des petits combats en salle, viendraient à descendre dans les rues et à en faucher bon nombre? Parce que juste racisé, on fait pas le tri entre le bon et le mauvais. Non. Donc, il n'y a pas de ratonnade. Il n'y a pas de racisme. Si racisme était prégnant, il y aurait des gens qui descendraient, peu importe la personne, qu'elle soit bien intégrée, qu'elle soit française de plusieurs générations ou non, sur une couleur de peau, ils iraient la défoncer. Ça n'existe pas. Et c'est pas une peur ou je ne sais quoi qui serait prégnante. Hein. C'est juste qu'il n'y a pas de racisme, entre guillemets, sur une ethnie, une couleur ou ce genre de choses. Ou encore une discrimination selon une religion. Ce qui mène après à la peur des banlieues. Nous voyons que l'immigration est arrivée par vagues, dont d'ailleurs nous allons aborder le sujet au travers de ces deux livres, et ce ne sont pas les plus nécessiteux, en danger, menacés de mort ou encore de famine qui viennent prioritairement, mais des classes moyennes qui espèrent trouver quelque chose de meilleur. Et pour venir en Europe, certaines fois vont débourser 3 000, 5 000 euros et vont devoir après rembourser sur place, soit pour les femmes par de la prostitution, pour les hommes par du recel, du trafic ou encore par le travail, mais ils devront tous les mois raquer. Donc à la fin, ça devient compliqué pour vivre, on va dire, dans l'honnêteté, convenablement en harmonie. Et dedans, dans la peur des banlieues, nous voyons que non, l'immigration, c'est pas la chance, la nécessité de ces Français autochtones qui seraient feignants et qui ne voudraient pas travailler. C'est au contraire, pour certains patrons, la possibilité de descendre les salaires, ou de ne pas les augmenter en tout cas, comme ils avaient déjà fait la manœuvre avec l'émergence des femmes qui viennent sur le domaine du travail. Et dedans, on voit donc 1974, regroupement familial permis, quelques années après qu'on ait signé la Convention de Genève, qui viendra nous trahir, et bien d'autres politiques d'ailleurs qui feront comme ça, on a besoin des autres alors que ce n'est pas du tout le cas, puisqu'en 1974, on accélère le processus du regroupement familial, donc les Africains là deviennent majoritaires entre guillemets dans les flux d'immigration, ce qui n'était pas le cas avant. Dans les 30 Glorieuses, les Africains représentent tout au plus 20% des 30% d'immigrés qui sont recrutés. Donc ce ne sont pas eux qui ont reconstruit la France, loin du mythe. Il y a bien d'autres comme ça, conceptions, histoires qui ont été racontées assez racisées, comme s'ils étaient présents en France depuis 3, 4, 5 siècles, alors que non. En fait, ils sont arrivés majoritairement en 74, et de là, on a vu que les industries n'avaient plus besoin de main-d'œuvre, donc il a fallu leur créer des sortes de cités. Ce qu'on appelle les banlieues, qui reprennent un concept qui existe depuis le XIIe siècle, mais remasterisé. Et alors on leur construit des tours, mais malheureusement dans cette élaboration assez rapide, les cloisons font passer le son d'un logement à un autre. Ça en est inacceptable. Donc il y aura de la remodernisation par la suite de ces logements qui seront détruits et reconstruits sous une nouvelle forme, avec des meilleurs matériaux et de l'isolation qui sera quand même d'une qualité au-dessus. Ce qui mène à voir que ce ne sont pas des ghettos, parce que la définition même renvoie à toute autre chose, et qu'à la base même, dans ces banlieues, avant qu'elles viennent à s'islamiser avec les vagues migratoires, il y avait des cadres qui y résidaient, des travailleurs, tous autochtones, je veux dire, qui vivaient côte à côte, voire face à face, sans problème, avec leurs voisins. Mais au fur et à mesure, on leur a dit à ces nouveaux arrivants, à ces occupants d'autre part, venez comme vous êtes.
Vous n'avez pas besoin de vous assimiler et d'aimer la culture française et d'essayer de vivre en français. Vous pouvez vivre comme dans votre bled ici. Ce qui a amené après à du communautarisme, à des boutiques exotiques, à finalement le déracinement du français de chez lui, l'autochtone qu'on pousse en dehors des portes de la banlieue avant de vouloir même l'expulser des villes, hein, parce que c'est là où on en arrive, pour le mettre qu'à la ruralité et finalement le transformer en esclavage moderne. Qui aujourd'hui de Rocailla ou de Morissette va au champ véritablement s'occuper des bêtes ou encore de l'agriculture. Majoritairement, qui sont les travailleurs. Même dans le maraîchage. Ce ne sont pas les Africains. Ils représentent très très peu des effectifs. La plupart viennent de Roumanie, de Bulgarie, d'Europe de l'Est, ou sont également autochtones. Donc, en poussant la démarche plus loin, on voit que dans ces quartiers, ça y est, commence à y régner une sorte d'insécurité, de la violence, des dégradations du mobilier à des jeunes qui traînent à pas d'heure, qui tournent en scooter ou en mobilette à l'époque, mettent du son assez fort, dérangent les voisins. Lorsqu'il faut brûler une voiture pour faire des émeutes, c'est pas celle de Mamadou ou encore celle d'Hichem, ça sera celle de Bernard, qui le lendemain ne pourra pas aller travailler et sera embêté en plus lui pour payer son loyer quand les autres, eux, n'ont pas à se questionner du lendemain, puisque on leur a mis en place en 77, il me semble, les APL, aide pour le logement. Parce qu'il n'y avait pas assez de travail pour eux. Il n'y avait plus besoin de main-d'œuvre dans l'industrie. Donc on leur a constitué, on va dire, une ressource payée par l'État, donc la majorité des Français, pour qu'ils ne se retrouvent pas mis à la porte du jour au lendemain. Ça n'a pas suffi. En dehors de ça, il a fallu après leur créer le RMI, parce qu'il fallait bien qu'ils puissent se nourrir et surtout qu'ils s'achètent des vêtements et qu'ils, de temps à autre, retournent au bled pour en faire la promotion et qu'il y ait toujours plus de monde qui vienne. Donc le revenu minimum d'insertion est créé en 88 et deviendra par la suite le RSA. Voilà. On comprend un peu mieux que ces gens ne sont pas venus, comme on nous le laisse entendre, pour être des chances, mais seulement pour se mettre à table et manger tout ce qu'il y a au buffet tant qu'il y en a, quoi. Après, on avait vu bien d'autres choses, ces quartiers qui étaient aux mains du communisme et qui sont passés à un moment ou un autre un peu aux revendications du Front National, avant que les autochtones en viennent carrément à se barrer et qu'on retrouve aujourd'hui LFI, c'est-à-dire l'islamo-gauchisme. Et l'islam qui se retrouve main dans la main avec apparemment son ami LGBT. D'accord ? Après, ça va attaquer les chrétiens, les blancs, d'être dans la discrimination. Mais nous, on reste honnête de A à Z, on n'est pas sous taquilla. Vous, on voit votre dissimulation, mais vous voyez, c'est comme celui qui se met à une table de poker ou autre, ou un autre jeu encore, et qui voudrait faire le mec un peu intelligent, vous voyez, qui va tenir un discours ou une sorte de posture face à ceux qui souhaitent leurrer. Mais de temps à autre, il fait un clin d'œil, mais pas discret, à son collègue, pour lui dire, t'as vu, là, on a soit un bon jeu, soit là, on peut s'immiscer dans les affaires et y gagner. Bah, je trouve qu'il y a beaucoup d'islamistes, dans leur discours ou non, je ne vais pas en citer, mais sur Internet, même des influenceurs, qui sont, on va dire, du mouvement sunnite. Je ne parlerai même pas des chiites qui, eux, sont encore plus ravagés. Mais ils pensent qu'il nous faut une taquilla. Ou encore, même quand vous discutez avec des personnes dans des quartiers ou ce genre de choses, ils vont vous tenir un discours, vous pouvez les interroger, etc. Mais vous savez très bien ce qu'ils pensent au fond. C'est-à-dire que sa voix, sa façon d'être, etc., ça le trahit. Il ne peut pas nous la faire. Mais dans sa tête, il a déjà gagné. Pas du tout. Mais bon, on peut en rire. Donc la fracture identitaire. Comment rendre possible la venue de bon nombre de gens sans qu'il y ait de révolte ? Eh bien, il faut passer par l'effacement de l'identité. Donc les Français, un vieux peuple qui, comme un sucre, peut se dissoudre et disparaître, si on vient à trop le métisser, à lui interdire des revendications, voire à lui taper sur les doigts quand il fait un juste constat sur qui fout le bordel, qui dégrade le climat. On nous dit nombreux sont ceux qui pressentent le pire en observant son insolence filer doux, sous les rappels à l'ordre des gardiens du vivre ensemble, tandis que sa culture s'estompe sous les coups d'éponge
d'une école décérébrée et le lessivage d'une télévision futile. Les reportages, ce genre de choses, c'est cantonné vraiment au minimum. Même Arte, à certains moments, bascule dans... Il s'engage dans la voie wokiste, réécrire l'histoire, taper sur ceux qui seraient nationalistes. C'est un danger de voir des blancs être fiers de blancs. Par contre, c'est merveilleux de voir le Black Lives Matter, la fierté noire. Dans le vocabulaire journalistique, le glacial hexagone a déjà remplacé la douce France. Les plus attentifs voient leur identité se fondre lentement dans l'anonymat de la diversité, ce mot devenu sacré, et être contesté au nom d'une idéologie du métissage qui impose l'effacement de l'autochtone et de son histoire. Tu vas pas apprendre à un racisé que ses ancêtres étaient les Gaulois. Ça passe pas. Que dans son histoire, les Vikings représentaient quelque chose parce qu'il est né sur le territoire français. En fait, ce qui s'appelle le peuple résultat, histoire, biologie, philosophie, religion, fera que ces êtres qui sont aujourd'hui de passage sont des nomades. Très peu viendront à s'acclimater avec la France et donc à ne pas forcément se réclamer de l'héritage du passé, mais eux-mêmes à vouloir léguer une histoire et dans la construction de la France moderne. Mais la plupart ne sont pas dans cet objectif. Ils viennent avec l'esprit de revanche. Nous voyons à ce moment-là une intelligentsia qui a tout intérêt de cette idiocratie. Cependant, parce que ce risque n'est pas toujours perceptible et que la légèreté médiatique privilégie volontiers l'accessoire et l'anecdote, la tentation est grande d'ignorer ou de sous-évaluer les signes d'une civilisation en crise. Candidat à la présidentielle, François Bayrou assure à l'époque, je cite, « Même dans la plus lointaine banlieue, on est heureux d'être français, on est républicain, on croit à la devise liberté, égalité, fraternité et aux valeurs qu'elle porte. » Fin de citation de Bayrou. Et l'auteur, Ivan Rioufol, de nous dire « On aimerait tant le croire ». En réalité, une partie de la Nouvelle-France a pris un chemin qui l'éloigne de la communauté nationale. Cela fait plus de 30 ans que celle-ci se désintéresse de ses hôtes, tandis que l'intelligentsia se montre plus préoccupée de préserver l'identité des minorités que l'identité française. Refuser de regarder ces deux France qui se séparent, là, sous nos yeux, à Marseille comme à Roubaix, ou en Île-de-France, est une manière d'en accepter l'issue. Allons à la page numéro 10. Cette intelligentsia qui apprécie la culture de l'étranger et appelle au métissage de la nation. Un mot indolore, quand il désigne le mélange des sangs, peut conduire à son détissage, c'est-à-dire à la rupture des liens intimes qui la maintiennent dans son unité familière, quand il pousse à la surenchère des identités et à la victimisation des minorités. Or, trop de politiques et de médias se refusent à admettre ce constat et continuent de louanger la société plurielle. Cette utopie sympathique. Celle-ci dissimule une possible bombe à retardement que seul un fort sentiment national pourrait désamorcer. Nous sommes à la croisée des chemins. Ceux qui sonnent le glas d'un pays qui se laisse dépouiller de son âme sont accusés d'être xénophobes, affabulateurs ou déclinistes par des donneurs de leçons qui se sont si souvent trompés. Il y avait un livre, je crois que c'était celui du docteur René Martial, qui disait « Il ne faut pas être xénophobe, mais ne pas sombrer dans la xénophilie non plus, à l'envie d'être absolument remplacé. » Parce que ces derniers dressent les esprits moutonniers à devenir citoyens du monde. Tandis que les élites restent prêtes à accélérer la mutation de la nation dans un mondialisme où l'étranger, invité à se sentir partout chez lui, deviendrait un mot obscène. Il ne serait plus étranger puisque citoyen de la planète. Et ça, je vous en ai parlé avec
quelques petites recherches. On avait vu qu'il y avait même eu un congrès à Paris, l'établissement d'une carte qui n'est pas reconnue officiellement et qui voulait une langue universelle, et je crois que c'était l'espéranto. Ce que le père de George Soros parlait, et il faisait partie de ces groupes-là. On retrouve vraiment les mêmes conceptions de Karl Popper à bien d'autres, la société ouverte. En clair, il n'y a plus de frontières. Les identités sont toutes mélangées d'un pays en un autre. Donc tu retrouves le grand métissage des cultures, le grand métissage de l'alimentation, des modes vestimentaires et de bien d'autres choses qui aboutissent en fait à un affaiblissement. Parce que il y en a bien certains qui vont s'effacer. Je doute sérieusement que tous les parents, par exemple, arabes, tous les parents maghrébins, tous les parents noirs, asiatiques, français, ce que vous voulez, arrivent à ce que leur enfant continue à perpétuer leur tradition. Quand l'un va se croiser avec l'autre, et on le voit déjà par exemple avec certains racisés qui adorent tout ce qui est japonais, ils feront en sorte plutôt de s'attacher à leurs coutumes, quitte à délaisser certains de leur héritage. Des Français qui, eux, vont vouloir se métisser, je pense à certaines Françaises avec, par exemple, les Sénégalais ou ce genre de choses, et vont carrément même adopter le langage qui va avec. La dialectique ou non, d'ailleurs. La façon, en tout cas, de s'exprimer, et vont la transmettre à leur enfant. Donc, cette Française aura déjà coupé certains liens avec ses parents et l'héritage. La façon dont nous parlions ou non. Et la différence entre le nord et le sud, quelque part. Certains n'apprécient pas forcément le nord qui vient à être un peu plus glacial ou non, à manger ses mots, alors que dans le sud c'est plutôt chantonnant. Mais c'est aussi ça qui nous permet d'apprécier les différences. Or demain, que restera-t-il? Dans des jeunes qui en plus ont moins de capacité à comprendre ce qui leur a été transmis. C'est-à-dire que pour eux, une fois que le concept de citoyen du monde sera inculqué et transmis, bah, il suffira 2 ou 3 générations pour que carrément on vienne à les orienter vers de nouveaux phénomènes. C'est alors qu'on voit l'effacement. Cela feigne de croire encore à une irénique France Black Blamber qui aurait été gagnée par l'esprit des Lumières. Ils vont jusqu'à soutenir, pour minimiser, la première insurrection des cités de novembre 2005, que l'esprit des sans-culottes souffla sur ce mouvement sans leader ni slogan, mais présenté comme l'héritier de 1789. Une preuve de l'intégration des cités, disent-ils. Ben, voyons. Alors, aujourd'hui, je ne ferai pas l'exercice sur les Africains en France avec les scandales qui ont eu lieu aussi. Je vous avais déjà cité un passage qui nous disait avec ces os humains, où en fait il y avait certaines tribus africaines qui étaient récupérées et qu'on plaçait dans des eaux. Alors elles n'étaient pas en cage, ces personnes, mais en fait on reconstituait leur tribu pour que les gens viennent et s'émerveillent ou non devant, ou on rigole, ou et piaf, c'est drôle. Ils s'exclament comme ça devant des personnes qui, s'il faut, ne comprennent même pas leur langue, ont été enlevées de chez eux. Mais il y en a certains qui sont retrouvés dans ces pratiques, ils n'ont pas été enlevés de force. En fait, ils sont venus, on leur a proposé en échange de l'argent qu'ils pourraient renvoyer ou non à leur pays et permettre comme ça d'obtenir des vêtements ou du matériel pour construire des logements, ce genre de choses. Entre guillemets, ils sont sacrifiés. Et moi, la question que je viens à poser, c'est qui allait là-bas? Je pense pas que c'est le paysan, il en a rien à faire. Et le français, entre guillemets, celui, on va dire, de souche même, qui lui est attaché à son champ, et quand il dit je vais au pays voisin, entre guillemets, c'est la ville à peut-être 15 ou 20 kilomètres. Il ne parle même pas d'aller voyager en Espagne ou en Italie. Ce paysan de l'époque, voyez-vous, parce qu'on est dans les années 1900 et quelques, 1914, 1920. Donc, il y a ça. Il y a la gauche socialiste qui vous fait oublier qu'elle était, sous la Troisième République, à enseigner la différenciation des races. Oui, mais ça, faut omettre que la République est quelque part faillible, qu'elle est que production d'hommes et étant moins attachée à la spiritualité, donc à l'enseignement d'un créateur, elle en est venue à dériver de nombreuses fois.
que le socialisme, avec ses républiques, acceptait sous leur gouvernement qu'il y ait des sociétés eugéniques en France. Il me semble que c'était 1912 ou 1914. Toute la craniométrie qui va suivre, la classification des gens, et de facto, ce qui mène à ces socialistes, certainement ceux qui allaient dans ces eaux humains, entre autres, pour se divertir, pour se sentir supérieur. Regardez-moi, entre guillemets, ces humains qui n'ont pas évolué. Nous qui ne reconnaissons pas Dieu, mais préférons la théorie de l'évolution de Darwin, regardez-les. Ils sont encore à un état primaire. Il nous faut les élever. Et après, on a du Jules Ferry et bien d'autres qui t'expliqueront la même chose. On a du Julian Huxley à l'UNESCO qui, par la suite, écrira donc dans son livre, dans sa revendication, l'intérêt d'agir par rapport à la génétique, par rapport aux castes, aux races et par rapport à bien d'autres choses. Ne pas perdre d'énergie, de temps avec ceux qui ne pourront jamais évoluer. Derrière ça, il y a bien d'autres idées. Mais ça, ce livre, je le conserve pour une autre fois. Revenons à ces migrations et interrogeons-nous sur qu'est-ce qu'il aurait promis, pourquoi viennent-ils en Occident? Est-ce parce qu'on leur promet de la fortune au travers du travail au black, donc non déclaré, ou encore des trafics de stupéfiants, de vêtements de contrefaçon, de bien d'autres choses, ou du recel, je ne sais pas. On va poser certaines bases. À la page numéro 6, comme nous étions sur l'effacement des autochtones, on voit que le monde occidental fait face à une nouvelle vague d'immigration récente, qui correspond globalement au début du 3e millénaire et résulte pour l'essentiel de deux phénomènes. Une augmentation massive du désir d'émigration dans le monde, un affaiblissement des États qui ont perdu une partie de leur capacité à maîtriser les flux migratoires. Cette nouvelle vague en Europe occidentale se traduit ainsi par l'explosion du nombre des demandes d'asile, qui ne reflète qu'une part de la réalité, de 300 000 chaque année en 98 à plus de 400 000 supplémentaires par an en 99. Et on voudrait nous laisser entendre qu'aujourd'hui, ça stagne. Pas d'augmentation, quoi. La migration se définit comme un mouvement de personnes à des fins de résidence, d'un pays d'origine vers un pays de destination. Cette notion est donc distincte de celle de circulation, qui n'implique qu'un passage ou un bref séjour de moins d'un an. Ce qui renvoie à la conception chrétienne, c'est l'étranger, tu l'accueilleras chez toi, comme quelqu'un de ta famille, tu ne le discrimineras pas s'il vient séjourner. Je n'ai plus le verset en tête, mais c'est comme ça que c'est inscrit. L'étranger, s'il vient séjourner chez toi, tu l'accueilleras, tu lui donneras ce qu'il faut à manger. Si tu as suffisamment, entre guillemets, pour le vêtir ou même pour l'abriter, tu feras le nécessaire. Séjourner. Ça ne veut pas dire qu'il viendra chez toi s'installer, ni même qu'il viendra s'imposer. C'est là la différence, que certains ne comprennent pas et reprochent en plus à des chrétiens en disant « Mais regardez, dans votre Bible, en fait, il est inscrit que vous devez accepter tout le monde. » Non. Aime ton prochain comme toi-même, oui. Aime ton adversaire également, bien sûr. Il est inscrit dans Paul de même placer en faisant des bonnes actions en travers de son adversaire. Voyez-vous, en lui faisant du bien, tu lui places des charbons sur la tête, une référence au fait que quand il viendra le jugement, il brûlera plus longtemps dans la lanterne, entre guillemets. Dans la lumière, si vous préférez, mais dans cette lumière qui viendra à le punir pour le purifier ou non. C'est important d'avoir ça. Et les mouvements, les circulations de gens un peu nomades, un peu au comportement tzigane, gens du voyage, ce genre de choses, se placent sur un terrain, ils restent 3 mois, 1 an ou plus, et viendront à bouger, en restant en France ou non d'ailleurs. Et en fait, ils sont des nomades quelque part, et non sédentaires. Parce que très peu d'étrangers devraient justement être dans ce côté sédentaire. En s'éloignant de chez eux, ils favorisent à ce qu'il y ait toujours plus d'effritement de pouvoir, on va dire,
de politique de certains pays voisins ou non d'ailleurs, qui veulent leur fragilité. Les rendre nuisibles, voyez-vous, dans un premier temps, les rendre fragiles et après les rendre nuisibles. Parce qu'ils n'auront plus suffisamment pour leur sécurité, pour manger et bien d'autres choses. Donc ils iront, dans un premier temps, aux pays qui sont à proximité, créer du désordre. Les hommes se déplaçant sont toujours animés également de ce qu'il fait l'homme. La nature, entre guillemets, de l'envie de se reproduire, de sexualité, d'affection. Vous doutez bien qu'ils s'intéresseront aux femmes qui viendront à rencontrer dans les premiers pays jusqu'au dernier, entre guillemets. Donc tout ça, ça va aussi créer bien des problèmes. Les migrations se répartissent en deux catégories. L'une, à dominante économique ou temporaire, n'a qu'un impact limité sur la vie publique d'un État. Elle consiste en la venue d'une personne pour une période de sa vie, pour se former ou faire un peu de pognon et retourner dans son pays d'origine. Et elle peut durer plusieurs décennies, à des fins d'enrichissement, en vue d'un retour dans le pays d'origine. Le centre d'intérêt principal d'un migrant demeure sur le lieu de ses racines. L'autre, à des fins de peuplement, est d'une nature différente. Elle tend vers une installation à titre définitif dans le pays d'accueil, sans aucune perspective de retour. Et c'est là le problème. Quand les Vietnamiens et d'autres Asiatiques encore ont pu venir en France, trouver refuge, il y a quelques décennies de ça maintenant, ils sont venus pour être en sécurité, faire un peu d'argent et repartir dès que tout retournerait dans la paix, dans l'ordre normal. Ceux qui fuient aujourd'hui la guerre, soi-disant la famine, les galères économiques ou ce genre de choses, viennent en France non pas pour travailler, créer un pécule et repartir avec une richesse pour après investir dans leur pays d'origine et y retourner sereinement, participer entre guillemets à l'effort de paix pour que, ça y est, enfin, on arrête avec les guerres de tribus ou les conflits entre voisins et ce genre de choses. La plupart, quand ils viennent ici, ils sont bons juste à crier une, deux fois raciste et c'est tout. Tu les questionnes sur ce qui se passe dans leur pays d'origine, ils sont assis dessus. Il y a la télé qui passe entre-temps, il y a les petites activités qui les occupent, et finalement, est-ce qu'ils retourneront vraiment au pays ou pas? On doute. Et on arrive à ce moment-là à cette idée de peuplement. Merde alors, parce que l'immigration prend ainsi notamment en Europe occidentale une importance politique colossale et devient l'un des principaux sujets du débat idéologique. Aux extrêmes, deux courants s'affrontent sur la question de l'immigration, instrumentalisée à des fins partisanes. L'un, d'inspiration xénophobe ou populiste, joue sur la peur de l'invasion, utilise l'immigration comme un repoussoir, prône tantôt la préférence nationale, tantôt la défense de l'identité européenne ou de l'Europe blanche. Apparemment, c'est un crime. L'autre, à l'inverse, voit dans le métissage accéléré de la société la voie royale vers un avenir radieux. L'immigration de masse doit servir à annihiler les différences par une fusion des peuples, des nations, des origines. Annihiler, supprimer nos oppositions. Ainsi, le mouvement No Border préconise une liberté totale d'immigration, celle-ci étant dès lors conçue comme un outil de transformation du monde, pour promouvoir le métissage et abolir les États-nations. La préférence nationale et le culte du métissage ou métissianisme, donc le métissage et le messianisme, vous voyez, ils se pensent dans une perception religieuse quelque part dans leur mission, deviennent deux idéologies adverses qui placent l'immigration au cœur de leur discours. Alors, on a fait 6, 7, passons à la page numéro 11. Je vous ai pris les gens qui viennent. Le départ vers l'Occident nécessite de dépenser de l'argent et ne reflète généralement pas les situations de misère matérielle les plus désastreuses ou de famine. Je cite, Dans les régions extrêmement pauvres, il arrive que l'émigration soit rare parce que les habitants ne possèdent ni les ressources financières nécessaires pour le voyage, ni les ressources culturelles qui leur permettraient de savoir qu'il existe des possibilités ailleurs, ni les ressources sociales, c'est-à-dire le réseau d'entraide indispensable.
Ceux qui sont dans une plus grande galère, qui auraient besoin qu'on leur tende la main, ne connaissent pas le monde d'autre part, n'ont pas les finances pour bouger et n'ont pas les liens avec les passeurs. Mais alors, au fait, les passeurs, combien sont-ils? Et expliquez-moi pourquoi les politiques ne font rien contre ce trafic d'êtres humains. Ah oui, parce qu'on parlait des esclaves vendus par les Occidentaux, 14e, 15e, etc. Et surtout aux alentours du 16e siècle, on va dire, du 16e au 18e, où c'était vraiment prégnant. Expliquez-moi. Pourquoi aujourd'hui, rien n'est fait, et surtout les racisés ne se plaignent pas que leurs frères africains aient monté tout un tas de réseaux, ou même leurs frères du Moyen-Orient participent à leur exploitation. L'embarcation, par exemple, pour partir, je sais pas moi, de l'Algérie vers la France ou l'Italie, c'est aux alentours de 2000-3000 euros le passage. Certaines africaines, on leur promet de venir en Europe et de devenir mannequins ou encore de pouvoir monter leur propre boutique de coiffure ou ce genre de choses. Et une fois qu'elles sont ici, voilà que le passeur leur explique que d'abord elles vont aller dans tel logement et qu'il y a les frais de passe pour, voyez-vous, être transporté d'un pays à un autre, prendre le bateau, être logé en France dans un premier temps, faire les papiers et bien d'autres choses encore. Donc elle va devoir se mettre en esclavage. Et tous ceux qui arrivent avec leurs coutumes, ancestrales ou non, assez diaboliques, devrais-je dire, par exemple des réseaux nigérians, ou encore somaliens, ou même sénégalais, pour ne citer que parmi d'autres. On ne les entend pas là, tous les racisés, les Roquets, Diallo et bien d'autres encore. Et ils le savent, puisque il y a toujours plus de flux migratoires illégaux qui sont présents, ils viennent pas par magie. Et là, dans ces livres-là, mais il y en a bien d'autres qui existent, ils te le disent. Ceux qui viennent sont ceux qui ont un peu d'argent. Ou qui vont s'endetter, entre guillemets. La nouvelle vague provient plutôt de la classe moyenne des pays en développement, hommes et femmes de tranche d'âge de 15 à 30 ans. Elle résulte le plus souvent, non pas d'une menace vitale liée à la misère ou à la réalité de persécution directe, mais plutôt d'un malaise profond dû à l'absence de toute perspective et de tout espoir dans la société d'origine. Je cite. Le départ à l'étranger est à mettre en rapport avec un immobilisme et un vide dans lesquels les individus se sentent plongés. L'émigration devient, pour tous, un moyen d'espérer. Elle constitue une sorte d'horizon qui, même menaçant, reste pour certains préférable à l'absence de toute perspective. Ce qui derrière, parce que je ne me cache pas sur la misère et les mauvais comportements humains, mène dans certains pays à ce que des hommes le quittent, les quittent, ces pays. Donc des femmes qui vont se retrouver assez vulnérables, seules ou non, ou avec des parents vieillissants. Entre les mains de qui elles vont se retrouver après? Puisqu'il n'y a plus d'hommes pour travailler et ramener ce qu'il faut dans l'assiette. Puisqu'ils sont partis, entre guillemets, se faire entretenir en Occident et allez hop, que je te mette des bouteilles sur la table, ou que je te loue un jet ski, ou bref, que je te fasse plein de sorties, allez, on va à Phuket, ou ce genre de choses. Mais pendant ce temps-là, dans leur pays d'origine, les femmes se retrouvent plus vulnérables aux réseaux de proxénétisme, de tourisme sexuel, et de bien d'autres drames encore. Vous voyez? C'est pas parce que moi j'apprécie pas qu'il y ait un grand remplacement et, on va dire, certaines cultures qui viennent ici, que pour autant je leur souhaite la misère. Je me réjouis pas de ce qui se passe dans leur pays. Et il n'y a pas que des blancs qui font du tourisme sexuel, il n'y a pas que des occidentaux. Regardez le nombre de ceux qui les entretiennent et qui en profitent également de cette fragilité-là. Ce qui mène derrière aussi au peu d'hommes qui peuvent rester, de ne pas trouver une épouse pour faire un couple. Vous voyez, donc, en fait, se projeter au niveau de ce pays, de la ville ou de la contrée, peu importe lesquels on pourrait citer, il n'y a plus d'espoir. Leur seul moyen d'avoir encore un peu d'espérance, c'est de se dire, on va tout rayer ici, tant pis, et on va aller en Occident. Et une fois qu'ils arrivent chez nous, ils voient que c'est la galère, que la vie est bien plus chère encore, que ça va les mener à des situations dont on reparlera parce que chez elles ou ici, malheureusement, ce sera l'exploitation qui les attend.
On va revenir sur les passeurs. À la page 11, donc ça, on a vu les classes moyennes. Page 12, je viens de lire ceci. On va à la page numéro 16. Et l'envie d'ailleurs se nourrit d'un mythe de bonheur et de la liberté en Occident, mais aussi de l'ignorance de tous les aspects négatifs de la vie au-delà de la grande frontière. Exclusion, chômage, pauvreté, ne partagent pas la même culture, ne parlent pas la même langue. Ce qui attire les candidats à l'émigration, c'est une image idéalisée des pays occidentaux. La France est un pays développé. On y est libre. Les filles s'habillent modernes. C'est un pays propre. Il n'y a pas de guerre. Si tu vas là-bas, tu trouves un logement. L'Algérie est au contraire un pays sans travail, ennuyeux, où la religion, mal interprétée, pèse comme une chape. Fin de citation. Comme l'écrit Hans Magnus Enzensberger, écrivain allemand, auteur de l'ouvrage La Grande Migration. Je cite : « Nul n'émigre sans promesse. Autant jadis, les légendes et les rumeurs véhiculaient l'espoir. La terre promise, l'Arabie heureuse, l'Atlantide légendaire, Eldorado, le nouveau monde. Tels étaient les récits magiques qui incitaient des foules à se mettre en route. Ils sont aujourd'hui remplacés par les images en haute fréquence que le réseau médiatique planétaire délivre jusque dans le dernier village du tiers-monde. Ces images contiennent encore moins de réalité que les légendes en vogue au début des temps modernes, mais leur effet est incomparablement plus puissant. La publicité en particulier, si facile à concevoir, dans ces pays d'origine, comme un système de signes sans référent réel, passe dans le tiers-monde pour la description fiable d'un monde de vie possible. C'est elle qui détermine pour une bonne part l'horizon des espoirs liés à l'immigration. Tant d'espoirs qui n'aboutiront pas malheureusement. Allons à la page numéro 22. J'ai mis... Ah oui. L'histoire de Yaghin et Fogué, deux adolescents guinéens qui ont trouvé la mort le 2 août 1999, après s'être dissimulés dans le train d'atterrissage d'un avion de la Sabena, effectuant le vol Conakry-Bruxelles, illustre la force du désespoir pour les jeunes générations du tiers-monde. Le message qu'ils portaient sur eux avait un caractère symbolique de la détresse du continent noir et plus généralement des pays du tiers-monde. Accablés par le sentiment d'un écart sans cesse croissant avec l'Occident. Je cite leurs lettres. Et après on nous dira que le blanc occidental se prend toujours pour le sauveur. Là c'est écrit, ce passage-là, par deux hommes noirs qui en sont décédés en voulant prendre une dernière solution qui n'en était pas une, de se mettre dans un train d'atterrissage et vous doutez du massacre, entre guillemets, du drame, de l'horreur qui a eu lieu. Je cite : « Excellence, messieurs les membres et responsables d'Europe, aidez-nous. Nous souffrons énormément en Afrique. Aidez-nous. Nous avons des problèmes et quelques manques aux droits de l'enfant. Au niveau des problèmes, nous avons la guerre, la maladie, la nourriture, etc. Si vous voyez que nous nous sacrifions et exposons notre vie, c'est parce que nous souffrons trop en Afrique et qu'on a besoin de vous à lutter contre la pauvreté et mettre fin à la guerre. Néanmoins, nous voulons étudier et nous vous demandons de nous aider à étudier pour être comme vous en Afrique. » Fin de citation. Ce que je trouve incroyable, c'est que avant qu'il y ait des Occidentaux qui viennent en Afrique, d'accord, même s'il y avait peut-être que des missionnaires ou quelques voyageurs, c'était vraiment très, très minime, les Africains faisaient déjà de la traite entre tribus. Ils se défonçaient la gueule. D'accord ? Il y en a certains qui vivaient en paix. On ne peut pas faire un quadrillage intégral où chaque case correspond les unes aux autres. Non, il y a quand même des variations. Mais ils se sont trafiqués entre eux, entre guillemets, vendus, enlevés les femmes, etc. Et les missionnaires n'ont pas qu'exagéré la situation comme certains le laisseront entendre par la suite, puisque ça se répète aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a certains socialistes, j'ai marqué un petit temps de pause sur ça, certains socialistes qui se sont rendus en Afrique et ont été, on va dire, dans certains lieux touristiques ou non, ont expliqué après un retour en France que ce qui était décrit dans les manuels, ce que l'on nous enseignait, c'était faux.
Il n'y avait pas de tribus sauvages. Il n'y avait pas de trafic entre êtres humains. Il n'y avait pas non plus d'ordre cannibale ou ce genre de choses. On nous a laissé entendre ça après. Pour la culpabilité de l'homme blanc d'avoir écrit de telles choses, apparemment des aberrations. Or, aujourd'hui, quand nous renseignons, voyons bien qu'il y a les albinos qui sont sacrifiés, il y a des tas de tourismes sexuels organisés par des Africains, pour des Africains et des étrangers. Nous retrouvons également de la pauvreté. Au niveau de leur agriculture, la maîtrise n'est pas encore là. C'est pour ça que l'Europe, la France, l'Ukraine et d'autres pays encore viennent exporter massivement du blé, du maïs et d'autres choses encore. Sans ça, ils crèveraient encore plus la faim que ce n'est le cas actuellement. Et nous devons, dans un même temps, par esprit d'intelligence et surtout de réalisme, reconnaître qu'il y a des ingérences de l'Occident également. Donc, où placer le cursus entre déstabilisation de par l'Occident et celle qui préexistait et qui certainement perdurait encore? Oui, parce que j'ai déjà échangé avec des panafricains, avec d'autres encore, qui voient que le seul problème, vous voyez, comme quelque part, ils sont un peu dans l'idée hitlérienne ou non, enfin j'exagère les traits, mais c'est pour vous dire, il faut présenter qu'un problème. Bon, ça sera le blanc occidental. C'est facile à le voir, à l'identifier, et de facto, on va dire, c'est le tout-puissant. Comme ça, on peut l'accabler de tous les maux, tous les problèmes, c'est lui. Nous, on n'a rien à se reprocher, nous sommes des anges. Dans ce procédé-là, il y a un problème. Parce qu'il y a une part de réalisme, de voir, comme je disais, les conflits qui sont orchestrés, les interventions militaires pour récupérer des richesses, exploiter certaines terres rares ou encore obtenir des puits de pétrole ou de gaz. Mais de l'autre, nous avons la conscience que les problèmes préexistaient et qu'aujourd'hui, malgré la libération des colonies, ça existe encore, ça perdure. Donc on voit bien que ce n'est pas que de la faute du blanc. C'est la mauvaise foi aussi de certains Noirs, certains Maghrébins et d'autres qui ne veulent pas faire progresser leur pays. Et vont même, pourquoi pas, en profiter de ces filières, quelles qu'elles soient. De trafic de stupes, de trafic d'êtres humains, de trafic de bien d'autres choses encore. Alors, les Noirs qui diraient, comme j'ai souvent entendu, le blanc se prend toujours pour un sauveur, en fait, c'est assez insultant, parce que dans ces cas-là, le blanc, à vous écouter, devrait arrêter. Enfin, quand je dis le blanc, c'est les peuples blancs, parce qu'il y en a plusieurs qui existent en plus, devraient arrêter d'exporter de la nourriture pour vos pays. Ils devraient cesser de construire des écoles ou d'aller creuser des puits pour vous débloquer des points d'eau. Ils devraient également s'arrêter dans leur voyage où ils n'y vont pas gratuitement. Pour être dans l'humanitaire, t'es pas payé. C'est toi qui payes. D'accord? Bien, reprenons la lecture et on était à la page numéro 25. Des politiques d'immigration de plus en plus sélectives. Il est courant d'opposer une Amérique ouverte et dynamique à une Europe frileuse, repliée sur elle-même, peu accueillante. Cette image ne correspond pas tout à fait à la réalité. L'Europe occidentale demeure ouverte au courant migratoire. Paradoxalement, l'immigration officielle liée au regroupement familial pour environ la moitié ou les 2 tiers, mais aussi au travail, est au total plus importante dans l'Union européenne qu'aux États-Unis et au Canada, États qui se sont construits et développés grâce à l'immigration. En 1999, les 15 ont accueilli 1,3 million de migrants à titre officiel pour 1,5 million en 91 et 1 million en 96. Donc chaque année, nous sommes dans l'Union européenne aux alentours du million officiellement reconnu de migrants qui viennent. Ces données ne prennent pas en compte les étudiants qui représentent l'une des principales causes des courants d'immigration à des fins durables, puisqu'ils demeurent dans le pays d'accueil en général pendant plusieurs années. L'augmentation de la pression migratoire sur l'Europe occidentale n'est pas due à l'immigration régulière. On nous dit, le million que l'on voit, c'est rien comparé à la présence irrégulière, illégale de certains. Donc on ne doit pas remettre ça seulement au regroupement familial ou encore à ceux qui veulent le travail, qui est à peu près stabilisé sur 1 million et demi. Elle est liée aux mouvements de population illégaux, qui se produisent en dehors des voies officielles prévues
par le droit international ou les lois des États. Ceux qui vont profiter des failles des visas, qui vont venir en touristes et qui ne repartiront jamais. Allons à la page numéro 29. Une prise de conscience soudaine. La prise de conscience du désastre démographique de l'Union européenne est en grande partie à l'origine de quelques velléités, en particulier dans les milieux économiques, de relance des politiques d'immigration du travail. Parce qu'on apprend qu'en l'an 2000, seuls 10 000 des demandes l'étaient pour le travail. Quand, dans les années 60, c'était 180 000 demandes qui étaient liées au travail et non au regroupement familial ou en touriste ou en je ne sais quoi encore. En touristes qui veulent rester en plus. Parce que dans les années 60, il y avait l'industrie qui avait besoin de main-d'œuvre, il y avait encore du travail, on va dire, de disponible, des métiers qui pouvaient être accessibles. Aujourd'hui, ceux qui viennent, c'est même pas de façon, vous voyez, circulaire, entre guillemets, dans la circulation plus précisément. C'est je viens et je repars, je fais mon arc, quoi. Là, non. C'est vraiment venir pour remplacer, peupler et imposer. Ce qui fait qu'on constate que le nombre d'arrivées de nouveaux migrants dans l'Union européenne était évalué à 1,3 million 99 par l'OCDE, alors que l'accroissement naturel de la population est de 300 000 personnes. Un génocide, une folie, un suicide. Comment on peut, alors que l'on observe que notre solde d'augmentation des naissances est de 300 000, importer chaque année 1 million, voire 1,5 million de personnes étrangères. Et surtout, regardez la façon dont ça continue, et en fait c'est à peu près le même discours qui se trouve partout. Celle-ci est ainsi, quoi qu'il advienne, une clé de l'avenir du continent européen. Genre sans l'immigration, nous ne sommes plus rien. Sans elle, le vieux continent est condamné au déclin. Parce que on nous laisse entendre que il y a moins de naissances. Donc la population, elle va petit à petit soit se stabiliser ou diminuer. Oublions que, en fait, avant les années 1800, la population était assez stable et puis on a eu d'un coup une multiplication, même à l'échelle internationale. Donc si on revenait à ce qui était de l'ordre du XIVe ou XVe siècle, bah, nous ne serions pas un vieux continent en déclin. Puisqu'au XIVe, XVe siècle et même après, il y avait des philosophes, il y avait une beauté, il y avait de la création, il y avait de l'œuvre française et même européenne si je dois avancer un peu plus loin dans les régions. Il y avait une belle construction. Alors que là, on nous laisse entendre que le seul moyen d'évoluer, c'est de se multiplier de façon toujours plus importante. On importe des gens qu'on ne peut même pas loger. Pendant que les autochtones se retrouvent expulsés de chez eux, quoi. La question n'est pas d'être pour ou contre l'immigration, apparemment, mais tout simplement de se rendre à l'évidence, du fait de sa réalité démographique, que l'Europe occidentale, sauf reprise soudaine de la natalité que rien ne permet aujourd'hui d'espérer, a besoin de l'immigration. Attends. J'ai mal lu. L'Europe occidentale, sauf reprise soudaine de la natalité que rien ne permet aujourd'hui d'espérer, a besoin d'immigration. Bah merde alors. On est en train de me laisser entendre que pendant 1 ou 2 générations, on pourrait voir diminuer notre population, mais pour autant, bah, si l'amour retrouvait jour, comme c'était le cas à certaines époques, les familles nombreuses pourraient de nouveau être visibles. Mais comment on pourrait rendre possible des familles nombreuses? Ah bah tiens, en limitant l'immigration, ce qui rendrait plus d'alimentation disponible. Des logements également, moins de tension, donc les coûts seraient bien moindres. On comprend. En fait, c'est un sabotage de notre peuple résultat même, de nos peuples résultats, parce que ce n'est pas que la France qui est attaquée. Dans une idée d'un grand métissage où le métis deviendra citoyen du monde, et comme ça, c'est bon, il n'y a plus d'attachement. On ferme tous nos gueules, et on laisse l'agenda d'élite un peu plus haut perché nous orienter, nous guider.
Ce constat a même été mis en exergue par le célèbre rapport du 21 mars 2000, publié par la Division des populations de l'ONU sur, écoutez bien, les migrations de remplacement. Et Zemmour a été insulté de fasciste. Renaud Camus, de racialiste. Et de raciste. Putain. C'est pas Renaud Camus d'ailleurs qui a inventé le terme même de grand remplacement, puisqu'en fait il était déjà dans le rapport de l'ONU, et il existait à d'autres époques également. Mais les migrations de remplacement. Noir sur blanc, dans le rapport de l'ONU du 21 mars 2000. Ils ont fait en sorte, avec leur petit groupe dont on a déjà parlé, de faire des fausses libérations sexuelles, de détacher l'Église de l'État et en fait d'incorporer les mauvaises mœurs dans la société, la tromperie, l'hypersexualisation. Il n'y a plus d'engagement officiel, il n'y a pas de mariage, on n'attend même pas les fiançailles, on y va directement. Ce qui fait que les êtres humains, hommes, femmes, en sont venus à se diviser, à se déprécier, et à la fin à se détester. Perte de valeur, perte de qualité, perte d'honneur. Favorisant de facto qu'il y ait moins d'humains, d'enfants, entre guillemets, qui soient là. Allez, faites venir par bateau là tous les migrants qui seront des crèves la dalle et iront taper de la grand-mère à la jeune femme. Comme ça, les grand-mères, au passage, seront entretenues. Le taux de fécondité nécessaire au maintien de population est selon une règle démographique bien connue, de 2,1 enfants par femme en âge de procréer. Mais regardez la trahison. Elle se fait encore plus loin. Parce que quand on regarde, certes, l'Italie avait des problèmes. C'est pas pourtant qu'elle était condamnée. Il me semble l'Allemagne aussi. Mais la France, elle avait encore son quota, je crois que c'était de 1,9 enfants par femme. Donc largement ce qu'il fallait pour ne pas faire appel à des étrangers. Que je retrouve ça, je sais plus où. Je regardais. Le taux de fécondité de l'Allemagne, à l'époque, est stabilisé à 1,3 enfants par femme depuis les années 90. L'Italie, c'est 1,2 enfants. Et je vais vous retrouver. Le Royaume-Uni, je sais plus, c'est 1,78, je crois. Et voilà, je me disais bien, ça me revenait de tête, je l'avais vu quelque part. La France est dans une situation privilégiée. Grâce à son exception démographique, un taux de fécondité qui atteint 1,9 enfants par femme en 2000 et 2001, sa population serait, en l'absence de flux migratoires, quasiment stable entre 1995 et 2050 aux alentours de 60 millions de personnes. Un rapport du Commissariat général au plan, publié en novembre 2002, souligne cette exception française. Toutefois, la France est le seul grand pays d'Europe qui pourra maintenir les effectifs de sa population d'âge actif sur le demi-siècle qui vient. Elle atteindra cet objectif si sa fécondité reste voisine du seuil de remplacement et si elle continue à accueillir des immigrants au rythme d'environ 120 000 par an en migration nette. Les entrées, moins les sorties. On perd des autochtones et on récupère les chances qui ne partagent pas notre civilisation. Donc j'ai fait la page 29, 30, 38, recours au taf des migrants. La résistance culturelle face à certains travaux évolue fortement dans le temps. Les emplois d'entretien des espaces publics, qui étaient largement pourvus par une main-d'œuvre immigrée dans les années 60, en Europe occidentale, donc occupée par Espagnols, Italiens, Belges, Allemands, tout ce que vous voulez, en fait, ce qui est européen, sont aujourd'hui mieux considérés par les jeunes nationaux sans diplôme. En revanche, la plupart des métiers d'aide domestique, garde d'enfants, de malades, de personnes âgées, aide ménagère, sont plus facilement acceptés par les ressortissants des pays en développement. De même, les emplois d'ouvriers agricoles, en nombre important, en particulier dans les cultures maraîchères et viticoles de l'Europe méditerranéenne, trouvent difficilement preneurs chez les nationaux et nécessitent un recours massif à la main-d'œuvre extra-européenne. Les métiers du bâtiment et des travaux publics, ou de la restauration saisonnière, réputés pour la faiblesse des rémunérations et la dureté des conditions de travail, doivent impérativement faire appel à des salariés migrants. Et je marque une pause. C'est ce que nous écrivait, je crois que c'était Lucien Cerise,
qui nous disait que en fait, la gauche, aujourd'hui, elle est carrément en train en favorisant l'immigration et en nous disant, regardez, ce sont eux qui travaillent à Uber Eats, eux que l'on retrouve dans les métiers de la restauration, en train d'applaudir l'esclavagisme. Parce que pourquoi les autochtones et ceux qui ont les papiers français, qui ne sont pas vraiment dans une impasse, entre guillemets, ne prennent pas ces postes? Il est dit, c'est révélateur, les rémunérations et la dureté des conditions de travail. Je vous le disais tout à l'heure. Après avoir inclus les femmes sur le marché du travail pour tirer les salaires à la baisse ou les faire stagner, et qu'il n'y ait pas de revendication de ras-le-bol, et que ce soit toujours occupé, et que les patrons s'en mettent plein les poches, et qu'ils ne sont pas que blancs. Regardez dans les villes, aujourd'hui, à qui appartiennent les boucheries, les restaurants, les kebabs et bien d'autres choses, où travaillent principalement les migrants. Parce que quand vous allez dans les restaurants, on va dire de certaines qualités, ce que vous appellerez pour les bourgeois, bah, le service en général, c'est un blanc. À la cuisine, tu vas, tous ceux qui ont l'étoffe et qui travaillent correctement, entre guillemets, sont blancs. Tu auras peut-être un ou deux du personnel qui seront racisés, africains ou bien issus de l'Asie. Donc en fait, il légitime une exploitation. À court terme, en l'absence d'une volonté politique ou patronale de revalorisation de ces métiers, le recours à des travailleurs étrangers est une condition de survie pour beaucoup d'entreprises. Ce qui mène à des réseaux parallèles où, je regardais un reportage des années, je crois que c'était 80, certains taxis, par exemple, vendaient leur licence avec tout un tas de listes de clients. Dans certains restaurants, on vendait la place parce que les pourboires rapportaient peut-être 3 ou 4 fois le salaire. Et il y avait un trafic comme ça de postes, entre guillemets. Et bien là, on va retrouver la même chose, mais même pas pour vivre dignement, juste pour occuper ce qui est de l'ordre de l'exploitation, de l'esclavage moderne. Où la personne aura toujours la pression, n'ayant pas les papiers, qu'elle soit mise à la porte, sera logée dans un petit bâtiment, vous voyez, il y a une pièce à peine, le chiotte est sur le palier, et des fois ils sont même peut-être deux dans la même pièce, et il paiera 100 ou 150 euros. Il y a d'ailleurs des exemples dedans. Que font les policiers, les contrôles, les politiques, et même ceux qui en sont victimes? Pourquoi ils ne parlent pas? Allons plus loin. Page 39. J'ai mis impossible d'abroger le regroupement familial. L'organisation du regroupement familial passe elle aussi par deux catégories de politiques. Certains pays appliquent des limites quantitatives à cette forme de migration. Aux États-Unis, l'immigration familiale, dite préférentielle, fait l'objet de contingents d'accueil ouverts au bénéfice de chaque nationalité. Donc après, il y a des quotas qui sont calculés sur la base de l'importance des communautés nationales installées aux États-Unis, mais aussi en fonction de la volonté de diverses façons de favoriser ou de décourager l'arrivée des ressortissants de plusieurs origines. Donc il y a des quotas très restrictifs pour les Mexicains, Jamaïcains ou Haïtiens encore. Allons au bout de page, où l'on voit que dans la plupart des pays européens, c'est le regroupement familial qui s'interprète comme un droit fondamental. J'ai le droit. Les droits de la Commission européenne. Tu as les droits de l'homme. Et ils n'ont jamais de devoir, ces gens. Les États d'Europe occidentale ont tous ratifié la Convention européenne des droits de l'homme, qui protège dans son article 8, je cite, « le droit au respect de la vie privée et familiale ». Ce principe a donc, pour les Européens, une valeur supérieure aux constitutions nationales et aux lois. Sauf à dénoncer la CEDH, donc la Convention européenne des droits de l'homme, qui est considérée comme l'un des fondements de la démocratie et des droits de l'homme, les États européens ne peuvent pas abroger le regroupement familial. L'Europe nous impose sa doctrine, enfin plus précisément, l'Union européenne nous met sa feuille de route. Il serait dès lors condamné, le pays qui viendrait à s'y opposer et à mettre plus de rejet, par la Cour européenne des droits de l'homme, chargée de sanctionner les manquements à la Convention. Page 40. Le gouvernement français a trahi.
Le gouvernement français a tenté de s'y opposer au milieu des années 70, avant de baisser, entre guillemets, la garde. Nous avions quand même des politiques à cette époque qui pensaient à notre bien. Il n'y est pas parvenu pour des raisons d'ordre juridique. À la suite d'une décision du Conseil d'État du 8 décembre 1978, fondée sur l'article 8 de la CEDH que l'on vient de voir avant, concernant le droit au respect de la vie privée et familiale, la Haute Cour, saisie par le GISTI, qui est le groupement d'information et de soutien aux travailleurs immigrés, a annulé un décret du gouvernement français d'avril 1976 qui entendait limiter fortement cette forme d'immigration. Donc, l'arrêt du Conseil d'État, en ayant pour effet d'ouvrir largement le droit au regroupement familial, a eu un impact considérable sur la société française, dans la mesure où cette forme d'immigration a été, depuis les années 70, la source majeure de l'immigration régulière en France. Plusieurs États européens s'efforcent aujourd'hui de restreindre le droit à la vie familiale des étrangers. Sous-entendu, le regroupement, quoi. Ils observent très bien que et vas-y que je te ramène la cousine et la tante et que ça va pondre 4, 5, 6 gamins, que ça va prendre les aides sociales, que ça va faire du boucan et bien d'autres choses. Mais ça n'apportera pas de dynamique au pays. Le regroupement familial suppose en effet une demande officielle présentée à l'état de destination alors que les membres de famille se trouvent toujours dans leur pays d'origine. L'autorisation n'est accordée que sous certaines conditions, notamment celle d'un revenu régulier et d'un logement décent. Or, beaucoup de résidents étrangers en Europe ou aux États-Unis ignorent ces règles du jeu et font venir leurs conjoints, leurs enfants, leurs relations parentales en dehors des canaux officiels de l'immigration familiale. En fait, ils les font venir en touristes, ne les déclarent pas directement et attendent qu'il y ait un droit du sol ou ce genre de choses. Dans la plupart des pays occidentaux, la réunification de familles s'effectue désormais la plupart du temps de manière illégale, par la voie de l'immigration irrégulière en dehors des procédures prévues par les droits nationaux. Et une fois ici, ils comptent sur les associations pour constituer les dossiers et dire ça y est, vous ne pouvez plus me virer et j'ai droit d'obtenir les papiers. Plus les aides, subventions qui vont avec. 45, les visas justement, et avec 46. Les visas délivrés aux Algériens par la France sont passés de 48 000 en 1996 à 277 000 en 2001. Pour d'autres nationalités, l'augmentation du nombre de visas accordés entre 1996 et 2001 est également significative. Les ressortissants chinois, on n'entend pas beaucoup parler, mais ils viennent bien aussi, de 34 000 à 91 000. Les Marocains, de 59 700 à 146 000. Les Tunisiens, 48 000 à 80 000. Les Indiens, de 30 000 à 63 000. Les Égyptiens, de 22 000 à 43 000. La hausse du nombre de visas accordés aux Algériens est le résultat d'un choix politique effectué en 98 et 99. En revanche, pour les autres nationalités, cette tendance ne semble pas procéder d'un arbitrage ou d'une décision gouvernementale, mais d'une augmentation phénoménale de la demande locale. Celle-ci n'est pas seulement liée à des voyages touristiques, mais correspond aussi à une montée en puissance du désir d'émigration. Les ambassadeurs et consuls opposent une résistance inégale à cet accroissement de la pression sur leurs guichets, si l'on en juge par des taux de refus qui diffèrent sensiblement d'un pays à l'autre. 60% en Algérie, 30% en Tunisie, 19% au Mali, 10% en Chine et 35% au Maroc. Les règles de délivrance des visas de court séjour sont déterminées par une instruction consulaire commune élaborée dans le cadre européen. Pour obtenir un visa de tourisme, les demandeurs doivent produire un certain nombre de pièces, le titre de transport retour, la preuve de moyens de subsistance, une attestation d'accueil fournie par la personne censée assurer l'hébergement dans le pays de destination, un justificatif de la situation socio-professionnelle de l'intéressé. Le consul dispose d'une marge de main-d'œuvre importante dans la délivrance du visa de tourisme. Se fondant sur les justificatifs socio-professionnels, il lui appartient de vérifier la bonne foi du demandeur, d'apprécier au vu de sa situation générale s'il présente toutes les garanties d'un retour dans son pays.
Et oui, on va observer les failles. Puisqu'en fait, il y a des critères à renseigner, avec des preuves, des documents à l'appui, des situations auxquelles il faut correspondre. Or, qui va vérifier? Personne. Et on se retrouve donc avec un contrat de travail qui peut servir à 10 ou 15 immigrés. Ou encore à un compte bancaire alimenté qui peut en servir à bon nombre. Mais ça va plus loin, alors attendez, c'est à la page 45-46 et je l'avais mis... Ah, c'est là. Une dérive générale de la procédure d'attestation d'accueil entre 1998 et 2003 explique en partie l'utilisation frauduleuse des visas. Les attestations d'accueil ont été délivrées par les mairies sans que celles-ci ne disposent de moyens juridiques suffisants pour vérifier la bonne foi du demandeur, son intention de faire venir un proche dans un objectif de simple visite et non d'installation durable. Donc les mairies délivrent les titres, mais ne vérifient pas si la personne a vraiment pris un billet retour, retournera dans son pays ou autre. Et surtout aujourd'hui, au vu des compagnies low cost où le billet de retour est à 100 ou 200 euros, je vous dirais, la plupart ils s'en foutent. Hein. Ils peuvent même te mettre la preuve qu'ils ont pris un billet retour. Ils vont s'asseoir sur les 200 balles. Quoi. Ce qui derrière aboutit en fait à un trafic intense dans les communes sensibles en matière d'immigration, en particulier en Seine-Saint-Denis. On a beaucoup de demandeurs qui proviennent de quelques familles ou de foyers d'immigrés, les mêmes personnes sollicitant des formulaires en grand nombre et à répétition. Donc il va s'organiser tout un tas de filières par rapport à ça. Et que je retrouve, j'ai mis ça à la page 49. Les réseaux de passeurs se comptent probablement par dizaines de milliers, implantés sur tous les lieux stratégiques de l'immigration clandestine. Ils exercent un rôle de rabattage, se rendent au contact de leurs victimes, dans les banlieues de grandes métropoles ou les villages du tiers-monde, afin de fourguer à des individus, des familles entières, au prix de sacrifices irrémédiables. Perte d'une situation, d'un patrimoine, endettement à vie, l'illusion d'un bonheur clandestin. Ce qui mène derrière à ces passeurs, dans un premier temps, qui vont les démarcher dans leur pays. Ils vont les faire passer donc de telle contrée à telle contrée. Donc là, il y a déjà dans les pays africains des réseaux structurés qui après vont les mener en Europe. Arrivés ici, il y a encore des réseaux pour leur fournir des papiers, d'autres pour les loger illégalement dans des squats par exemple, où en fait celui qui s'est entre guillemets déclaré propriétaire du lieu ne l'est pas du tout, c'est un squatter. Et il a redivisé, voyez-vous, plusieurs chambres. Il va en mettre 2-3 par chambre, à hauteur de 10 ou 15 euros la nuit. Moins cher qu'un hôtel, moins luxueux aussi, mais c'est rentable. Et qui nous dit qu'il n'y a pas après, sous le tapis, entre guillemets, des petits billets glissés à la police pour qu'il n'y ait pas le côté de les déloger ou qu'il y ait une intervention judiciaire, par exemple. Ça va être après d'autres réseaux qui vont se structurer. Parce que ceux qui doivent payer 15 euros tous les jours, dans un premier temps, ils n'ont pas d'argent qui rentre. Ils n'ont pas encore les papiers. Ils n'ont pas encore leur HLM, etc. Donc ils vont aller soit travailler au black, soit vol à l'arraché, cambriolage, violence, vol de téléphone avec les reventes après, les renvoyer dans leur bled. Donc après, structurer en fait bien des réseaux criminels. Et on se demande, que font les pouvoirs publics ? Que ce soit les mairies déjà pour vérifier les titres et que les OQTF également soient appliqués par la police et par la justice. Il y a un problème. C'est pour ça que l'immigration, c'est le séisme. Mais qui dit séisme inclut secoue, c'est donc des vagues. Alors derrière, cherchez qui en profite. Et l'immigration, c'est le sujet central. Maintenant, on dézoome un peu, on regarde tous les réseaux que ça va structurer, c'est-à-dire les logements dont je parlais, ceux également qui ont des HLM et qui de temps en temps vont 5-6 mois dans leur bled. Donc pendant 5-6 mois, ils louent leur logement à des gens présents illégalement sur le territoire. Et il y a bien d'autres choses. Les travailleurs sans papier, l'exploitation, le côté des crimes sexuels aussi. On nous dit
que ces réseaux sont quand même... Ils accomplissent alors besogne sur la couverture d'agences de voyage dans beaucoup de pays asiatiques, notamment en Chine. Leur quartier général n'est parfois qu'un café ou un restaurant au Moyen-Orient et en Afrique. S'appuyant sur des sous-traitants nombreux, ils s'efforcent de fournir une prestation complète à leurs clients. Fabrication de faux papiers, transport vers un lieu de transit, hébergement, franchissement de la frontière par voie maritime, aérienne ou terrestre, accueil sur l'autre rive et prise en charge du migrant dans le pays de destination. Les filières sont liées à d'autres trafics, notamment celui de stupéfiants et la prostitution. Souvent, l'activité de passeur est une première étape, un investissement initial dans la criminalité, en vue d'autres formes de délinquance internationale. Parce que certains vont se dire, moi, on me place sur la table, je sais pas, 1000 ou 1500 euros, pour que ma cave, qui me servait à rien, soit réaménagée et que je puisse y mettre un ou deux migrants. C'est bon. Et je vais prendre, et puis de temps en temps, je leur demanderai de participer pour les courses, par exemple. Vous voyez, il y a des familles ou même des personnes individuelles qui n'ont pas l'impression d'être dans la traite de l'être humain. Le loger dans une cave pour un bas prix, voilà, la personne demande d'aller nécessiteuse, ça lui évite d'être à la rue. Vous voyez, c'est cette idée-là. Ouais, elle veut travailler au black, bah, en soi, si je lui propose pas, elle n'a pas les papiers, donc elle pourra pas trouver une entreprise. C'est se dédouaner, c'est enlever la culpabilité qui pourrait peser sur l'esclavage qui est présent. Et au vu du nombre de personnes à travers l'Europe, c'est des centaines de milliers de personnes qui sont impliquées dans ça. Entre ceux qui les recrutent, ceux qui les logent, ceux qui les ont fait traverser, bref, ceux qui les exploitent. Personne n'ouvre les yeux, il n'y a rien, il n'y a pas d'enquête, il n'y a aucun journaliste, voyez-vous, pour nous sortir un vrai documentaire sur ça. Arte, non, on ferme les yeux. C'est comme pour les 15 000 gamins là, qui avaient disparu des radars, il y a peut-être, je crois que c'était en 2015, en plus c'était majoritairement des Africains, 15 000 gamins africains qui étaient déclarés en Europe en présence illégale, ils disparaissent du jour au lendemain. Et ça interroge un peu la presse, et après, 2 mois après, on est sur un nouveau sujet. Une actualité, on a balayé une autre. C'est comme les nombreux et nombreuses Ukrainiens et Ukrainiennes qui ont disparu. On leur a dit quittez la guerre, vite venez à la frontière, et une fois qu'ils se sont retrouvés dans les pays voisins, Roumanie, Bulgarie et bien d'autres encore, on n'a plus de traces d'eux. Et je vous avais parlé d'un reportage qui m'avait marqué avec, parce que en Afrique noire notamment, ils ont une croyance dans le vaudou, dans certaines sorcelleries, et il y avait l'utilisation comme ça de leur faire boire un liquide, de conserver, on va dire, certaines parties de leur famille encore dans leur bled, si on peut appeler ça comme ça, de les faire venir en Occident, et une fois qu'ils sont là, on leur dit, maintenant tu vas te prostituer. Sinon tu seras, entre guillemets, le marabout te fera du mal. Tu vois, il te possédera. Ou il viendra également à commettre de la sorcellerie contre ta famille. Tu ne veux pas qu'il leur arrive du mal. Mais la plupart du temps, c'est des jeunes filles un peu déboussolées. Vous voyez, il y a comme ça tout un tas de sujets. Mais si j'en parle, les gens vont rigoler. Ils vont me prendre pour un fou. Pourtant, ça existe. Il y a même des documentaires dessus. Qui sont les consommateurs ? Aujourd'hui, on a en France à peu près 20 millions de Français d'origine étrangère. Donc sur ces 20 millions, il y a peut-être 7 millions d'hommes. Je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres. Vous ne me ferez pas croire que c'est que des Blancs qui vont consommer ces pauvres victimes. On en revient au sujet de ceux qui disent « Mais pourquoi ça ne bouge pas dans la société ?» On n'arrive pas à renverser la donne et de jour en jour on prend plus de taxes, on galère dans la vie, etc. On n'arrive jamais vraiment à se mobiliser. Mais vous comprenez maintenant pourquoi ? Dans la société, on a les politiques corrompus, le bas peuple, certains qui font du travail illégal, ce genre de choses, donc ils ont peur de se faire taper dessus par les impôts, par des contrôles, par exemple le contrôle du fisc. Donc ils vont fermer leur bouche. Il y a ceux qui sont honteux, qui ont participé à aller se farcir des jeunes filles en échange de quelques billets. Il y a ceux qui sont dans les trafics de stupes, dans la contrefaçon. Également les autres qui n'ont aucune notion de politique et qui vivent au jour le jour avec les aides, les assos et bien d'autres. Il y a également ce que l'on voyait à l'époque, mais dont on n'entend plus parler aujourd'hui,
les punks, et pas seulement les teufeurs. Regardez les reportages de l'époque, dont Lina, et en fait, c'était des antifas, entre guillemets. C'est-à-dire, les antifas qui existaient à l'époque étaient des punks. Et ces gens-là te disaient, on fait en sorte de créer du chaos. Parce que l'ordre renvoie au fascisme. Ce qui, entre guillemets, est structuré en ordre, ça renvoie au dogme soit religieux, puisque tu dois adopter un certain comportement, une régularité dans les prières ou non, dans la consommation, on va dire, de ce qui est inscrit, dans certains rites. C'est du sérieux. Eh bien, ils se sont attaqués à ça. Les satanistes qui existent et les socialistes qui veulent, comme on l'a vu, l'être humain, le métis. Donc à partir de ce constat, maintenant, tu comprends que si toi, tu es normalement constitué et que tu en es arrivé à comprendre ce qu'il était avouable, on va dire, d'espérer pour l'humanité, de revendiquer, de vouloir, c'est que les peuples résultats restent chez eux. Éviter l'exploitation, le détournement d'argent, les fraudes, la corruption, le mensonge. Et tout ceci, dans un monde où le vice a pris la place de la vertu, ça ne viendra pas à changer. Vous voyez, c'est la même démonstration que j'ai essayé de faire à l'époque, peut-être avec, on va dire, une intonation ou non, ou une façon de m'exprimer qui paraissait orgueilleuse ou un peu insolente envers des personnes qui ont peut-être 2 fois mon âge. Mais c'était pour leur dire, tout est une question de choix. Et qu'en l'occurrence, si ça ne vient pas à changer aujourd'hui, c'est parce que bon nombre savent ce qu'ils valent véritablement. Vous comprenez? Je leur disais, par exemple, pour ceux qui se plaignaient, que ça n'allait pas et que ça ne viendrait pas à changer, ben, c'est une question de choix. Mais là, c'est la même chose. Ils ont décidé de prendre la voie du trafic d'êtres humains, de créer du chaos, de détester la société. J'ai remis un type là dans l'ordre qui était anticapitaliste pour lui expliquer qu'en fait tu peux pas sortir de la société puisque tu es dedans. Il faut seulement la remodeler, essayer, on va dire, vous voyez, comme de l'argile, d'y redonner une vraie forme. Là, c'est parti n'importe comment, hop, tu remets ton truc qui tourne, là, ton plateau, et tu refais de nouveau. Mais tu repars sur les mêmes éléments, sur la matière humaine, entre guillemets, sur l'intellect des philosophies qui ont été portées jusque-là, sur l'héritage qui nous est inscrit. Et ensemble, on y redonne une nouvelle forme. On y fait ou non, voyez-vous, ce qui pourra être un récipient d'un bon contenu. Diagnostiquer, comprendre quel est le problème, y apporter une solution. Ça ne veut pas dire que demain on sera parfait, qu'il n'y aura pas de mensonges et qu'on ne sera pas tenté de temps à autre à faire une petite délinquance ou encore, voyez-vous, à ne pas déclarer tel ou tel revenu. Mais déjà, on aura supprimé, voyez-vous, tous ces commerces. Je ne vais pas trop m'étendre, on va être à quasiment 1 h 30. Je vous propose de ces filières rapidement, donc avec tous les trafics, hein, notamment celui de stupéfiants de prostitution, un investissement initial dans la criminalité. En effet, le trafic de personnes ne nécessite qu'une faible mise initiale. Et je ne vous parle même pas hein, de ceux qui sont dans la pédocriminalité. 1 sur 5, disait, comment il s'appelle, Carl Zero. 1 sur 5. C'est pas que des étrangers. C'est des autochtones aussi. Mais voyez, c'est-à-dire que pour renverser un système qui ne va pas, qui est en train de nous rendre tous malades, entre guillemets, par la délinquance qu'on observe, par les criminels, par ceux qui s'attaquent carrément aux gamins, soit avec les LGBT pour leur nuire et leur dire t'es plus un garçon, t'es une fille, ou bien tu peux être dans le polyamour. Ou pire encore, les sexualiser, les ramener vers leur décadence, comme ils avaient tenté de s'agglutiner à mai 68 et de faire accepter leur crime contre l'humain. Comme ce qu'avait fait également Alfred Kinsey, avec des expériences plus que morbides, sur des bébés de 6 mois, 1 an, 2 ans, des enfants de 5 ans, 6 ans. Donc je comprends, moi, pourquoi les ténèbres règnent dans le monde. Personne ne souhaite en fait le changement quasiment. C'est un effet d'apparence.
Il faudrait que je vous aborde tout ce qui est des comportements qui sont aujourd'hui non-respect des parents, de la famille, hypersexualisation, les multiples conquêtes. Tout ça en fait qui a détaché à l'honneur même de ce qu'est l'être humain. Donc qui va amener à plus de désespoir, de désillusion. Ils vont tomber. Les groupes débutant dans les trafics illégaux peuvent gagner beaucoup d'argent avec un investissement initial limité en réalisant des opérations de transport d'envergure. Parce que les gens, ils font ça pourquoi? Le flouze, le pognon. Ils vont faire quoi de cet argent? Vêtements de marque, sorties, voyages, activités, style je te loue ton jet ski là, je sais pas combien, ou une sortie en bateau qui coûte des centaines d'euros. Voilà ce qu'ils veulent. C'est même pas faire de la criminalité déjà, ce qui serait grave pour entre guillemets posséder des choses. Non, c'est pour le réinvestir. Regardez le nombre de migrants qui viennent, qui n'arrivent pas à être, on va dire, dans une vraie conquête avec une femme parce qu'ils n'ont pas le langage ou bien parce qu'ils ne sont pas attirés par ces personnes. Vous voyez, elles préfèrent rester dans leur peuple résultat. Et bien, ce qui se déroule, c'est qu'après, ils vont être frustrés. Leur seul moyen d'avoir un contact avec une femme, ça va être de passer par les prostitutions. Et ils vont avoir aucune pitié à passer sur des petites blanches notamment. Donc je vous ai déjà relayé les choses et qui m'exaspèrent à un certain point. Au jour où on me donnera ce qu'il faut pour aller faire le nettoyage, j'irai le premier, boum boum, exécution. Entre guillemets. On n'ira pas tuer les gens, on ira les mettre en camp de travail. Redresser tout ça à coups de tonfa, tu vois. C'est inadmissible. Et il n'y a rien à nouveau. Les politiques publiques parlent de 10 à 20 000 gamins, gamines qui sont prostitués. Mais il n'y a rien, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de réseau qui tombe une fois de temps en temps. Et comme je disais, ces migrants, donc ils sont dans l'illégalité, ils font en fait plein de trafic, etc. pour l'argent. Mais l'argent pourquoi au final? Bon non, mais ils ne seront jamais propriétaires, ils ne vont même pas s'acheter un gamos ou ils vont en louer, je vois, pour faire les personnes. Ils vont les dépenser dans les femmes, dans les trucs de sexe. Regardez les multiples vidéos aujourd'hui qui sortent carrément, ils ne se cachent même plus, ils vont même pas essayer d'aller sur les applications entre guillemets qui les mettent en relation avec des escortes, ils vont carrément voir des femmes et ils les prennent pour des escortes dans la rue. Et si je te donne 50 euros, est-ce que tu fais l'amour? Traduit. Est-ce que tu suces pour 50 balles? Ou encore une vidéo récente. Viens, on va parler un peu plus loin, je te donne 50 euros pour 2 minutes. Et la femme qui a filmé et qui a dit mais comment ça? Qui paye pour parler avec quelqu'un? Je suis pas un psychologue moi. Je me doute bien que c'est pas ça qu'il veut en m'emmenant dans la petite ruelle là-bas. Et ils ne se cachent plus et ils font peur aux gens. On nous dit que la corruption est le nerf de la guerre du trafic de migrants. Comment transporter des centaines de personnes dans des autocars, je vais y arriver, les embarquer sur un navire, obtenir des faux papiers, parfois des visas dans des consulats français et européens, franchir en autocar bondé certains postes frontières, sans la complicité de nombreux responsables administratifs ou policiers. La nature même de ce trafic en fait l'un des plus révélateurs du niveau élevé de corruption existant dans les pays d'origine des migrants comme dans les pays de transit. La clandestinité se nourrit bien sûr des migrations de désespoir, elle provient de toutes les régions du monde où sévissent le désœuvrement des jeunes générations, l'absence de perspectives d'avenir, les frustrations multiples, l'insécurité et la misère croissante. Villages ou métropoles surpeuplées du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord, de Kabylie, du Maroc, etc. La Chine a développé une tradition ancienne d'émigration irrégulière. La Turquie est considérée comme la principale plaque tournante de l'immigration en provenance du Moyen-Orient, Kurdistan, Irakien, Iran, Afghanistan, en direction de l'Ouest. Plusieurs milliers de filières y sont implantées. Le trafic de personnes représente une économie parallèle en pleine expansion et particulièrement lucrative. Que font ceux qui veulent dénoncer l'esclavage du XVIe siècle, XVe siècle de la part des Blancs, mais qui ferment leur bouche aujourd'hui quand ça se passe en Turquie, ou quand c'est opéré également par leur propre communauté? On vous attend, on n'entend rien. Je suis sourd ou vous ne parlez pas? Il y a un problème. Les autorités turques annoncent avoir procédé à 94 000 arrestations de migrants clandestins en 2000 et 91 000 en 2001. 1 million de migrants en situation irrégulière, de nombreuses nationalités attendraient en Turquie, et notamment à Istanbul, dans l'espoir de passer en Europe occidentale.
Les passeurs utilisent une technique bien rodée. Les candidats à la migration sont acheminés par minibus depuis leur village d'origine jusqu'à Istanbul, où ils sont cachés le temps nécessaire. Tout est structuré. Les trafiquants, et on ne parle pas de trafiquants d'objets, de stupins, les trafiquants d'êtres humains, en Turquie, comme il y en a au Maroc ou encore au Kurdistan et à bien d'autres endroits au Balkan, font l'acquisition, par exemple en Turquie, d'un bateau désaffecté, pour un montant dérisoire. Une fois lancé vers une côte européenne, le navire est très difficile à repérer et intercepter. Ainsi, lorsque les autorités italiennes ont voulu arraisonner le Monica, le 18 mars 2002, avec à son bord 1 millier de Kurdes, les passeurs à son bord ont menacé, écoutez bien, de jeter les bébés à la mer et les enfants par-dessus bord, obligeant ainsi les gardes-côtes à le laisser accoster en Italie. Et après, c'est nous qui sommes sauvages, dangereux pour eux, discriminants envers ces personnes qui sont capables de sacrifier des bébés et des enfants, de les jeter à la mer, par caprice du fait qu'ils veulent venir en Europe. Et ils ne seront pas repartis. En un an, de mars 2001 à mars 2002, plus de 570 embarcations ont franchi la Méditerranée, acheminant 23 000 clandestins sur les côtes grecques et italiennes. Ce trafic, au départ de Turquie, mais aussi de plus en plus du Liban, est extrêmement rémunérateur. Ainsi, le Monica a été acheté pour une bouchée de pain. Le bateau, il a coûté 14 000 euros. Et chacun des 1000 passagers clandestins a dû s'acquitter de la somme de 3 000 euros. Ils trouvent où cet argent? Est-ce qu'il y a des gens en Occident qui sont déjà prêts à les accueillir pour les exploiter, qui ont payé à leur place le trajet? Qui paye les 3 000 balles? J'ai bon nombre de mes confrères autochtones qui peinent déjà à mettre 1 000 ou 1 500 euros de côté. Comment, dans un pays du tiers-monde, ils en sortent 3 000 euros? Et en plus, ils ont pu vivre pendant je ne sais combien de temps en Turquie, etc. Cette opération a rapporté quasiment 3 millions d'euros à son organisateur, un chef de clan syrien qui a dirigé les opérations depuis le café dont il est propriétaire. Bah alors, j'en vois beaucoup qui se prennent des fois pour des historiens et qui renvoient au passé colonialiste et qui veulent même en plus obtenir réparation de la part des Blancs sur un passé dont ils ne savent même pas si dans les lignées familiales, cellulaires, si je puis dire, il y a un héritage ou non de culpabilité sur ça. Mais ils ferment leur grand claque-merde, entre guillemets, quand ça se passe en Turquie ou dans d'autres endroits. Parce qu'il ne faudrait pas parler sur leur communauté ou sur ce qu'ils nomment les racisés. Ne pas montrer le vrai visage du trafic d'êtres humains moderne, qui n'a aucune pitié. Les Balkans constituent également une autre zone de transit importante vers l'Europe occidentale, point de ralliement de multiples filières. Celles-ci sont notamment implantées dans la région de postes frontaliers de Morina entre l'Albanie et le Kosovo, dans les ports de Vlora en Albanie, d'Helsinki et de Bar dans le Monténégro, véritable temps plein de l'immigration irrégulière. Les trafics de prostitution et de drogue en provenance des pays de l'ex-URSS ou d'Asie sont également nombreux. L'embarquement s'effectue sur de petites embarcations, les scafi, en direction de la côte italienne des Pouilles. Nous observons également d'autres flux migratoires qui arrivent en plein sur la Grèce et qui créent des conflits à la frontière. Au point, on a un garde frontière, en tout cas un agent qui était engagé pour maintenir la sécurité et éviter que son pays sombre dans la décadence de ce qui provient d'ailleurs. Eh bien, on a un de ces engagés qui est décédé, qui a été tué par ces barbares à la frontière. Ceux qui sont capables, comme je le disais, de jeter des bébés, des enfants à la mer. Ceux qui sont capables de faire prostituer des gamines et des gamins. Ou même de les marier de force. Après tout, religion suivra s'il faut. Derrière ça, vous le voyez, ça va créer des conflits et on se demande si à la frontière grecque, il n'y aura pas un moment un pays plus puissant qui voudra déstabiliser l'Europe et qui fournira des armes à ceux qui veulent venir coûte que coûte. Et ça sera tout pour aujourd'hui.
Je pourrais continuer avec la fracture identitaire, mais je pense que je vais le conserver pour la suite, parce qu'on en aura encore pour une heure et demie, et là on est déjà à ce qu'il faut pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une agréable fin de week-end et à très bientôt. La vérité est notre avenir. Bye.